Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous vous proposerons une rediffusion de l'interview de Julien Pradel, le directeur général de Christie's France, qui s'exprimait il y a quelques semaines dans Smart Patrimoine sur le marché chinois pour les maisons de vente aux enchères. Et enfin, en troisième partie de cette émission, nous reviendrons dans Enjeu Patrimoine sur les arnaques financières qui se développe depuis 2 ans, depuis le confinement, et nous profiterons des conseils de Grégoire Vuarlot, directeur du contrôle des pratiques commerciales à l'ACPR, pour décrypter et essayer d'éviter ces arnaques. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Comme tous les vendredis, nous commençons par l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors on va essayer de faire un état des lieux des actualités de cette semaine et on commence par une vente Sotheby's de design qui a été réalisée la semaine dernière. Exactement, alors cette vente a eu beaucoup de succès. La plupart des gens étaient venus notamment pour la mise aux enchères d'une partie de la collection de Daniel Marchesso. Daniel Marchesso qui est l'ancien conservateur du musée de la vie romantique à Paris. Et le résultat de cette vente de cette partie de la collection était cédé au musée d'Orsay. C'était en majorité des œuvres de Claude et François Xavier Lalanne, des pièces uniques et des prototypes qui ont totalisé 5,7 millions d'euros. Et donc hors commission, c'est un don de 4,6 millions d'euros qui a été réalisé au musée. Et le lot le plus convoité était sûrement le lustre qui s'appelle Structure végétale aux papillons et aux souris. C'est une pièce unique qui a été réalisée par Claude Lalanne et qui a été vendue bien au-delà de son estimation haute à 2,2 millions d'euros. À quoi va servir ce don, Sybille ? Alors, le don va servir à rénover l'hôtel de Maïnel, qui est le futur centre des recherches et d'archives du musée d'Orsay. Il prendra aussi le nom de Daniel Marchesso. Il est quai Voltaire, il a été acquis en 2016 par le musée d'Orsay et le montant total des travaux s'élève à 20 millions d'euros. Alors cette semaine, Sybille, il a également été question de quelques affaires juridiques. Exactement, et celle qui a fait le plus de bruit, c'est la mise en examen de l'ancien président-directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, dans le cadre d'une enquête de trafic d'antiquités. Il a été mis en examen mercredi dernier par l'OCBC. L'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, qui est un service de la police judiciaire. Et donc, l'objet de cette mise en examen, c'est la complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment par facilitation mensongère de l'origine de biens provenant d'un crime ou d'un délit. Et donc, il a été placé sous contrôle judiciaire. En quoi consiste l'enquête, Sybille, un peu plus précisément ? Alors l'histoire remonte à 2016, c'est le Canard enchaîné qui a révélé tout cela. Cette année-là, donc en 2016, le Louvre Abu Dhabi a acquis plusieurs antiquités égyptiennes pour plus de 15 millions d'euros. Et 2 ans plus tard, une enquête a été ouverte pour savoir si ces antiquités ont été pillées, sorties frauduleusement, puis blanchies grâce à des faux certificats. L'OCBC soupçonne aujourd'hui l'ancien directeur du Louvre d'avoir fermé les yeux sur ces faux certificats et plusieurs experts ont aussi été soupçonnés puis interrogés, notamment l'ancien directeur du département des antiquités égyptiennes du musée, Vincent Rondeau, et ainsi qu'Olivier Perdu, égyptologue au Collège de France. On se demande maintenant quelle est la réaction du Louvre, Sybille, légitimement. Quelle a été la réaction du musée ? Alors le Louvre à Abu Dhabi et le musée du Louvre à Paris se sont constitués partie civile. Dans un communiqué, le musée du Louvre indique qu'il tient à rappeler avec force l'engagement total, continu et reconnu des équipes scientifiques du Louvre pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Parmi les 5 œuvres acquises par le Louvre à Abu Dhabi en 2016, on retrouve notamment la stèle en granit rose qui est intacte, frappée du sceau royal de Toutankhamon. Dernière question, Sybille, pour les actualités de cette semaine en matière d'art. Paris confirme son attractivité pour les galeries internationales.
Oui, et c'est une nouvelle qu'on attendait depuis assez longtemps. C'est la galerie suisse Heuser und Wirth qui va ouvrir un nouvel espace à Paris, alors que la galerie suisse est déjà implantée dans une quinzaine de régions dans le monde. L'espace va se situer dans le 8e arrondissement, proche de l'avenue Matignon, donc épicentre artistique de l'arrondissement parisien. Elle se situera au 26 bis de la rue François 1er et c'est prévu pour l'été de l'année prochaine. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour ces actualités du monde de l'art. Et Sybille, nous avons le plaisir de présenter pour cette semaine la rediffusion de l'interview de Julien Pradel, directeur général de Christie's France, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines pour détailler le marché chinois qui s'ouvre, qui était déjà un peu ouvert pour Christie's, mais qui s'ouvre pour les maisons de vente aux enchères. C'est vrai, c'est déjà en cours en fait, et c'est un travail de longue haleine qui a été initié il y a eu plus d'une dizaine d'années, certainement depuis notre présence en fait aux maisons occidentales en Asie. Christie's a commencé à Hong Kong d'abord il y a un peu plus de 30 ans, pour ensuite enchaîner sur Taïwan, à Taipei, Tokyo et Singapour, avant de pouvoir en 2013 commencer les ventes sur le territoire de la Chine continentale, à Shanghai. Avant, ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, Christie's, encore aujourd'hui, est la seule maison de vente internationale à pouvoir vendre sur le territoire de la Chine. Notre plateforme principale en Asie reste Hong Kong, puisque c'est vraiment une forme de hub, si vous me permettez l'expression, de carrefour pour toute l'Asie, et où on voit vraiment les collectionneurs de tous les pays d'Asie, mais également du monde, se retrouver lors de nos grandes ventes saisonnières au printemps et à l'automne. Ça prend la forme en fait de grandes foires où on réunit aussi bien l'art asiatique, les produits de luxe et l'art occidental. Et vous avez raison, au début l'art occidental représentait certainement quelques petits pourcents de la quantité d'œuvres d'art qu'on mettait en vente, et également en somme, on voit aujourd'hui que ça représente presque 30, 40, parfois 50% de nos ventes saisonnières. C'est-à-dire que donc, vous allez faire des ventes sur place et là, ça va représenter 30 à 40%? C'est ça. Lorsque nous mettons en vente l'art occidental, il y avait une forme lorsque nous le mettions en vente, il y avait une forme d'un petit peu de méfiance. À votre siège à Hong Kong. À votre siège à Hong Kong ou en Chine, à savoir, est-ce que on propose le même prix que ce qui aurait été proposé à New York, à Londres ou à Paris? Il y a les Chinois sont des businessmen avertis, d'ailleurs hommes et femmes, bien entendu, et donc vraiment font leur due diligence, font leur contrôle avant d'investir, leur recherche, s'assurer que nos estimations sont en ligne avec les transactions qui ont pu avoir lieu sur de nouveaux territoires. Et donc, on fait bien sûr attention à ce que tout ça soit très équitable. Mais en effet, pour revenir à votre question, on voit que là où ils n'étaient pas forcément prêts, parce que simplement ils ne connaissaient pas notre art occidental, aujourd'hui, ils achètent bien davantage de nos artistes, en fait, contemporains et on va dire d'art moderne et d'art impressionniste, principalement, mais aussi des maîtres anciens, avec des manuscrits, avec des dessins anciens, avec des tableaux anciens du 14e, 15e, 16e siècle. Mais du coup, vous avez dû faire des recherches particulières pour aussi leur présenter tout un panel d'œuvres chinoises qui soient propres à leur patrimoine et faire des œuvres vraiment spécifiques à ce marché-là. Alors en effet, on a essayé de chercher les artistes qui composaient des œuvres se rapprochant le plus de leur aspiration. Il y a des couleurs qu'il faut éviter, il y a des thèmes qu'il faut éviter. Pourquoi ? Notamment la mort, c'est vraiment évidemment une couleur à éviter. Donc le rouge, le noir, le sombre, et ce qui est difficile d'ailleurs avec les maîtres anciens. On évite, c'est pour ça, de remonter trop, parce que c'est des thèmes qui, pour eux, leur parlent pas. La calligraphie chinoise a beau travailler avec le noir, ça reste relativement aérien. Et on va retrouver ça dans des maîtres d'art contemporain comme Pierre Soulages, qui va pourtant travailler vraiment le noir, mais il y a un côté très graphique dans son travail qui va plaire vraiment justement à la clientèle chinoise. Sinon, des œuvres comme Chagall, Picasso, Monet, Rothko ou récemment Basquiat. D'ailleurs, lors de notre dernière vente, là, en mars dernier à Shanghai, on avait organisé une vente. Voilà. Vous allez nous en parler un peu plus, du coup, justement, pourquoi est-ce que vous avez fait vous avez organisé cette série de ventes entre Shanghai et Londres?
Écoutez, ça nous paraissait en fait, après cette pandémie quand même difficile pour le monde entier, une passerelle justement intéressante, relier finalement la Chine où on a investi maintenant depuis 30 ans, mais réellement depuis 2013 où on a eu la première licence internationale pour aller vendre là-bas. Oui, c'est-à-dire que, alors effectivement, Hong Kong, c'est un sujet géopolitique qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais c'est-à-dire que vous étiez autour et là, c'est la première vente que vous pouviez faire sur le sol chinois réellement. Alors, cette année, c'était la première depuis la pandémie, mais néanmoins, on a commencé en 2013. D'accord. C'est-à-dire l'année où moi je suis arrivé en Asie, j'y étais notamment allé pour développer l'empreinte de la maison sur la Chine continentale. On avait déjà un petit bureau de représentation et on a ouvert des espaces de galerie et de vente qui nous ont permis vraiment de s'étendre et de marquer notre présence pour pouvoir mieux accueillir, servir et conseiller nos clients chinois. Et un peu réduire cette crainte qu'il pouvait y avoir envers les Occidentaux, leur montrer en fait l'art occidental pour simplement que, encore une fois, les éduquer et ouvrir finalement l'appréciation, leur expliquer aussi comment ça pouvait se marier avec leur intérieur. Et pour revenir à votre question, si vous me permettez, clairement l'idée, elle était vraiment de justement reprendre en reliant Shanghai à Londres pour vraiment créer ces ponts en fait dans le monde qui font que le monde de l'art est finalement aussi bien à Shanghai, à Londres. On a notre série à Paris, London to Paris. Il y a New York to London, où en fait on essaye vraiment de rapprocher les acheteurs et les vendeurs finalement d'œuvres d'art qui ne pouvaient pas voyager pendant ces périodes-là. Et donc de faire ces ponts-là, c'était un petit peu l'idée. Ça a également été la première fois qu'on vendait une œuvre d'art à ce niveau-là, puisque je crois que le record était tenu par un Picasso, il y a maintenant 4-5 ans, vendu à Shanghai, j'entends. Oui, d'accord. Mais là, c'est une toile de Jean-Michel Basquiat qui a remporté le prix record de 9 millions de dollars US, ce qui est assez remarquable. Et d'autres artistes plus contemporains à des valeurs un peu plus raisonnables ont également trouvé preneur. On a vendu plus de 95% de la vente, ce qui est vraiment significatif dans un marché qui est quand même encore difficile, parce que nous on voit bien qu'en Occident la vie a complètement repris après la pandémie. En Chine, ils sont encore complètement dedans. Alors, notamment à Shanghai en plus pour le coup. Oui. Particulièrement. Donc on a eu beaucoup de chance, la vente s'est passée juste avant, mais juste avant qu'ils referment vraiment les frontières. Mais néanmoins, il y avait 3 semaines de quarantaine, le climat n'était pas à ce qu'il est aujourd'hui chez nous. Et quand on dit que le marché de l'art se tourne vers l'Est, est-ce que c'est un marché en plus ou alors c'est des clients, des clients qui vont être, qui ne seront pas nouveaux, enfin, qui étaient déjà là, qui étaient déjà dans les maisons de vente. Mais je comprends votre question, je comprends. Il y a les deux. Il y a réellement les clients qui achetaient, on va dire, que de l'art asiatique et souvent des produits de luxe, qui investissaient réellement dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans les grands vins. Et récemment dans les sacs à main. Les sacs, notamment de la maison Hermès, ont un grand succès là-bas, et de seconde main, bien sûr. Donc certains se sont intéressés, grâce à l'investissement qu'on y mettait dans les tables rondes, dans les conférences, et dans notamment les réseaux sociaux, à travers beaucoup de communications qui permettaient de démocratiser l'accès à l'art occidental. Donc ces collectionneurs se sont dit, tiens, je vais diversifier mon patrimoine et en fait ma collection, l'ouvrir en fait sur de nouveaux artistes. Et puis bien sûr, ça a parlé à de nouveaux acheteurs, nouveaux collectionneurs qui se sont, et en fait en Chine c'est particulièrement vrai, il y a déjà plus de millionnaires que nulle part ailleurs, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'art. Et donc d'aller chercher chez les moins de 30 ans un intérêt vers parfois des lithographies, mais aussi bien des œuvres d'art contemporaines qui sont parfois à des prix plus accessibles, en dessous de 10 000 euros, mais aussi entre 100 000 et 1 million. Et réellement, on se rend compte qu'on le voit dans le monde entier, mais c'est très vrai en Chine continentale et en Asie en général. Voilà, c'était donc l'interview de Julien Pradel qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines, directeur général de Christie's France. On se retrouve maintenant dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un sujet sur lequel nous considérons au sein de Smart Patrimoine qu'il faut faire toujours plus de pédagogie, ce sujet des arnaques financières. Comment décrypter une arnaque financière? Nous avons invité pour en parler et pour nous expliquer comment
comprendre et décrypter une arnaque financière. Sur le plateau de Smart Patrimoine, Grégoire Vuarlot, le directeur du contrôle des pratiques commerciales à l'ACPR. Bonjour Grégoire Vuarlot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer par définir un petit peu ce que c'est que l'ACPR, avant d'expliquer pourquoi vous avez cette légitimité, à nous expliquer comment comprendre les arnaques financières et surtout comment essayer de les comprendre suffisamment pour les éviter, parce que c'est quand même le but pour un certain nombre d'épargnants aujourd'hui en recherche potentiellement de solutions de placement ou d'investissement qui peuvent se faire avoir alors massivement en ligne, on va le voir dans un instant. Juste avant, l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Quel est son rôle, déjà de manière générale, et pour faire comprendre à l'épargnant pourquoi on prend la parole ensemble aujourd'hui sur ce sujet? Alors, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est le gendarme des banques et des assurances, et donc il a une légitimité à s'intéresser aux arnaques financières. Bien sûr. D'abord de par la loi, puisque c'est une mission qui lui a été confiée après la crise de 2008, en commun avec l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et donc l'ACPR et l'AMF travaillent de concert pour conduire toute action de prévention et de sensibilisation aux arnaques financières. Et puis, nous recensons également les arnaques qui nous sont signalées sur Internet, donc les listes noires des faux sites qui proposent des produits financiers frauduleux à la vente aux particuliers. Donc, en fait, finalement, vous êtes un petit peu le pendant de l'AMF, qui est l'AMF sur les marchés financiers, mais sur tout ce qui va concerner donc, banque et assurance. Donc, tout ce qui va concerner arnaque ou litige hors marché financier, ça va relever du rôle de la CPR. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut savoir que dans les arnaques financières que nous recensons, 90% concernent des produits bancaires, soit des livrets d'épargne, soit des crédits. Et donc, c'est l'essentiel et c'est massif puisque depuis le confinement, nous avons vu fleurir les arnaques et les sites frauduleux. Pour vous donner une idée, nous recensions à peu près 300 faux sites en 2019 et nous en avons recensé 1300 en 2021. Ah oui, c'est exponentiel, effectivement. C'est exponentiel, donc 90% proposent soit de faux livrets d'épargne, soit de faux crédits. Oui, parce que quand vous dites que effectivement les arnaques concernent donc des produits bancaires, c'est bien des faux produits bancaires. C'est pas des produits proposés par des banques. C'est on usurpe finalement l'identité d'une banque en faisant croire qu'on va proposer un produit tout à fait légal, alors que pas du tout. Il y a absolument rien derrière. Voilà. Donc vous avez deux types d'arnaques, soit des sites qui sont des sites sui generis construits par des escrocs et qui vous proposez des produits qui n'existent pas, soit des sites qui usurpent d'autres sites existants, des sites d'acteurs financiers légitimes, des banques, des courtiers, des intermédiaires financiers et qui vont se cacher derrière cette légitimité finalement. Bien sûr, cette fausse légitimité, ou en tout cas cette légitimité volée pour proposer des produits. Alors on va rentrer effectivement dans le détail parce que je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre une arnaque financière, c'est de comprendre comment ça fonctionne quand finalement les arnaqueurs construisent même l'arnaque en question. Vous nous avez dit juste avant donc, que ça a explosé depuis 2 ans, depuis le confinement, en lien avec des recherches numériques plutôt de solutions d'investissement? Oui, vraisemblablement d'abord parce que tout le monde était chez soi et donc passait davantage de temps sur les écrans. Ensuite parce que le confinement a fait que l'épargne s'est un petit peu accumulée, n'a pas trouvé à se placer dans des investissements réels. Donc on cherchait à la placer et donc mécaniquement il y avait de l'offre et de la demande qui évoluaient. Les escrocs ont cherché à en tirer parti et donc on estime, le parquet de Paris indique que la fraude représente entre 500 et 700 millions d'euros par an. D'accord. Et il faut savoir que sur les produits donc, qui sont le livret et le crédit, les arnaques peuvent aller très très loin, puisque on dit qu'en moyenne, l'escroquerie sur livret, c'est 72 000 euros, mais on a vu des cas à plus de 600 000 euros. Déjà, 72 000 euros pour une personne, ça fait beaucoup perdu, parce que j'imagine qu'on peut économies de toute une vie. Oui, donc il faut bien avoir ça en tête. Et puis, c'est tout le monde qui est concerné. Il n'y a pas vraiment de métier ou de classe sociale qui soit plus particulièrement visée. Peut-être les gens plus seuls ou plus près de leur téléphone dans la journée, mais
Ça touche tout le monde, ça touche votre entourage, ça vous touche vous, ça peut me toucher moi. Les arnaques sont très bien faites. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Donc déjà, vous nous parliez de cette arnaque sur livret. Donc là, moi, quand vous me parlez livret, j'entends produit bancaire, j'entends produit bancaire peu rémunéré. D'ailleurs, dans la période actuelle, comment ça fonctionne aujourd'hui, ces faux livrets que vous voyez fleurir sur Internet? Alors justement, les escrocs vont utiliser cette connaissance que vous avez du livret, un produit sûr que tout le monde connaît, tout le monde en a autour de vous, et en même temps une recherche d'un rendement un petit peu plus important, Bien sûr, une combinaison d'un placement sûr et d'un rendement plus élevé, et vont vous proposer des produits qui ne sont pas invraisemblables, même si ils n'existent pas en fait, D'accord, ne sont oui. pas proposés par les acteurs traditionnels, donc des livrets d'épargne à 3-4%. Et donc, vous êtes mis en confiance par cette connaissance du produit que vous avez, et puis par des techniques manipulatoires bien rodées de la part des fraudeurs. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord attirer votre attention sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec des bannières, de belles couleurs, Des publicités un beau graphisme, très, très classique, D'accord, finalement, ouais. tout à fait Au même semblable endroit qu'on aurait vu des vraies publicités. Exactement, D'accord. tout à fait semblable aux publicités normales, légitimes. Et puis, ils vont vous attirer, soit par des messages, soit en rentrant en contact avec vous par téléphone, D'accord. par des messageries sur les réseaux sociaux, et ils vont commencer à instaurer un dialogue avec vous. D'accord, donc il y a une personne au bout du fil qui échange avec nous comme si on avait notre conseiller bancaire au bout du fil. C'est exactement ça. C'est votre conseiller bancaire putatif. Alors, c'est parfois 2 personnes pour accroître encore la légitimité. C'est-à-dire que vous pourrez appeler une 2e personne et vous aurez l'impression de vérifier l'information et donc vous serez mis en confiance. Et ils vont donc vous soutirer vos informations bancaires. Ils vont vous inciter à placer votre argent sur un compte qui sera en fait un faux compte. D'accord. Enfin, un vrai compte, mais en tout cas d'une fausse banque. En tout cas, leur compte à eux, pas le vôtre. Oui. Cet argent va très vite disparaître pour aller sur un autre compte, qui ira encore sur un autre compte, qui partira de France et vous ne reverrez plus votre argent. D'accord. Et à ce moment-là, c'est extrêmement ennuyeux puisque l'argent en partie ne revient pas. Il faut aller déposer plainte auprès de la police, engager des poursuites. Mais c'est trop tard. D'accord. D'où l'importance de la prévention. Et donc là, en fait, on est... Alors effectivement, il y a le marketing, on parle de livret ou autre. Donc là, ce que vous nous disiez, c'est que parfois, on va inventer une banque où on va simplement usurper l'identité d'une banque pour proposer ce mécanisme-là. C'est ça. C'est ça, donc en fait, on va... Ça, les usurpations ont vraiment explosé pendant le confinement, vraisemblablement parce que les escrocs avaient plus de temps pour peaufiner leur site Internet. Et donc, on a des sites Internet très ressemblants avec une adresse mail, une adresse URL qui change très très peu d'une ou deux lettres. D'accord. Et donc, vous êtes parfaitement trompé par ces usurpations qui représentent maintenant 60% des sites frauduleux que nous recensons. Et donc cette usurpation se double d'un clonage, c'est-à-dire qu'on va créer plusieurs sites pour éviter de se faire fermer le site si jamais il est découvert, ou pour multiplier les contacts avec les clients. Et donc on a vu des sites usurpés et clonés 50, 60, 70 fois. Ce qui rend ce qui multiplie l'offre évidemment d'usurpation. Avant de passer au deuxième type d'arnaque qu'on a envie de mettre en avant aujourd'hui, si vous me dites que j'ai quelqu'un au bout du fil, voire même une deuxième personne au bout du fil qui peut me permettre de vérifier que la première personne fait partie de l'entreprise, puisque les deux sont complices et donc du coup vont me donner une fausse information. Si j'ai 50 copies d'un site qui m'inspire confiance, puisque c'est une marque que je connais et c'est une marque légitime qui a été usurpée, comment est-ce que je fais pour décrypter que c'est une arnaque financière? On va en parler après. Il y a des mesures de bon sens et puis il y a quelques vérifications à faire, puisque quand il s'agit d'argent, rien n'est jamais pressé. On peut toujours prendre son temps, le temps de vérifier. Si vous disposez de plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros à placer, ça vaut la peine de prendre son temps de vérifier. Bien sûr, appelez votre conseiller bancaire, par exemple, celui que vous connaissez, voilà. voire déplacez-vous en agence, parce que pour le coup, les agences ne sont pas encore usurpées à ce jour, ou en tout cas moins. Donc vous pourrez vérifier tout ça. Deuxième arnaque financière qu'on voit beaucoup, alors là, c'est sur le crédit, sur le rachat de crédit. Tout à fait, et on appelle ça l'arnaque au faux courtier, c'est-à-dire que j'ai acheté une chaudière, des panneaux solaires, j'ai besoin de consolider mes crédits, de baisser mes mensualités.
Et donc, je vais chercher à consolider mes crédits. Et Bien sûr. éventuellement, je n'ai pas complètement confiance dans les acteurs traditionnels, donc je vais regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux, et je vais tomber très vite sur des offres alléchantes de consolidation de crédit D'accord. de la part de courtiers qui sont des escrocs, de faux courtiers, et qui vont me proposer, avec le même discours manipulatoire et la même mise en confiance, de consolider mes crédits. Et donc, ils vont me demander mes détails personnels, Bien sûr, de Ils toutes vont vos informations. toutes mes informations personnelles. Ils vont souscrire pour mon compte auprès de vrais acteurs financiers, de vraies banques, un crédit, Mhm. qui sera le crédit qui est censé consolider mes crédits précédents, qu'ils vont me faire verser. Je vais le toucher, donc tout ça est légitime. D'accord. Ils vont me demander de reverser ce premier prêt pour consolider les crédits précédents, c'est-à-dire pour rembourser les crédits précédents. Ce qu'ils se font fort de faire, Ouais. sauf qu'en fait, ils ne vont pas du tout rembourser les crédits Ils précédents vont avec récupérer le nouveau l'argent. crédit, ils vont récupérer l'argent, et moi, je vais me retrouver avec deux crédits, enfin, en tout cas, les anciens crédits et le nouveau crédit, et je serai 2 fois plus endetté. Parce que j'aurais souscrit le nouveau crédit auprès d'un organisme traditionnel vérifié. Voilà, c'est ça, D'accord. c'est Ils m'auront fait, en fait, ils m'auront volé l'argent qu'ils m'auront fait emprunter. Exactement, c'est un courtier, un intermédiaire, et ce n'est pas la banque, c'est celui qui vous monte le dossier, qui récupère D'accord. l'argent, et vous allez lui donner de votre volonté propre l'argent L'intégralité de l'argent que- qui vous aura voilà, permis d'emprunter. qui vous aura fait emprunter. Et Alors- donc, il part avec l'argent, pareil, et l'argent, vous ne le revoyez plus. Et l'argent, vous ne le revoyez plus. Alors, il nous reste peu de temps pour conclure. On aurait envie de comprendre en détail comment ça fonctionne. Mais alors, ça a l'air tellement complexe, en fait, l'ingénierie de ces arnaques. Comment est-ce qu'on fait pour les éviter? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'on n'est pas en train de se faire arnaquer? Moi, j'avais un premier réflexe, mais qui ne fonctionne pas dans ce que vous nous dites. C'est que j'aurais tendance à considérer qu'à partir du moment où on m'appelle, où il y a une démarche proactive de la personne qui me propose un investissement, il faut surtout pas y aller. Mais là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que parfois, on peut soi-même cliquer sur une bannière de son propre chef et se faire arnaquer derrière. Oui, alors en fait, vous avez donné les principales solutions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre son temps et considérer avec précaution les offres qui vous paraissent mirobolantes. Il n'y a pas d'offre magique Bien sûr, ouais. dans la finance, ça n'existe pas. Il faut ensuite vérifier les informations par vous-même. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire rappeler, il faut vous rappeler les gens Que vous connaissez. que vous trouvez sur Internet, mais aussi ailleurs. Vous pouvez en parler avec votre conseiller financier à vous, qui existe, que vous connaissez, et qui n'est pas un escroc. Voilà. Ensuite, il faut vérifier l'existence de ces acteurs, c'est-à-dire qu'il y a des registres publics, l'ORIAS pour les intermédiaires financiers, pour les courtiers, Regafi pour les banques et les assurances, REFASU. Donc, vous devez prendre le temps de vérifier l'existence de ces acteurs, de vérifier leur existence légale. Et puis, il faut toujours réfléchir, c'est-à-dire vous dire, est-ce que c'est vraisemblable, est-ce que c'est crédible l'offre que l'on me fait, est-ce que on me presse pas trop, finalement, puisque sûr, oui. j'ai le temps, les placements miracles peuvent attendre 2, 3, 4 jours, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, vous nous avez dit qu'on pouvait perdre jusqu'à 72 000 euros, voire jusqu'à 600 000 euros. On n'est Voilà. pas à une semaine près pour perdre l'intégralité de ces économies. Merci beaucoup, Grégoire Vuarlot. On ne l'a pas Merci à vous. mentionné, mais j'imagine qu'il y a une liste noire de la CPR d'un Oui. certain nombre d'arnaques et de sites Internet. C'est ça, vous trouverez ça sur le site Assurance Banque Épargne Info Service, ABEIS, qui est maintenu par la Banque de France, la CPR et l'AMF. Merci Grégoire Vuarlot. Je rappelle que vous êtes directeur du contrôle des pratiques commerciales à la CPR. Et merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.